Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir transplané avec nous dans cet épisode du pince crâne. Voilà, j'ai raté évidemment. Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir transplané avec nous dans ce 44e épisode du pince crâne. Je suis Bambichon et aujourd'hui avec mon formidable invité nous allons discuter, analyser et débattre sur la partie la plus importante d'un tour dans Magic, j'ai nommé la phase de combat. Mais avant toute chose, laissez-moi vous présenter mon invité, j'ai nommé Kikou. Salut Kikou, comment ça va? Bah écoute, très bien et toi? Eh ben, ça va plutôt pas mal. Comme d'habitude, je suis toujours hyper content de discuter Magic avec des gens, donc on peut pas trouver le meilleur moment. Est-ce que tu pourrais, même si je sais que ça fait plusieurs fois que tu apparais dans nos contenus, te présenter pour nos auditeurs? Ouais, tout à fait. Et ben moi c'est Kikou, ou Kiku, comme vous voulez, on s'en fiche. Ça fait un paquet d'années que je joue à Magic, genre je sais pas, 20 ans, un truc du genre. J'ai dû commencer vers Miraudin, le premier bloc Miraudin. Je fais pas mal de formats, donc Duel Commander, etc. Et notamment, je me suis mis en fait à faire du contenu sur Chronique du Commander à l'époque. Et c'était vraiment cette idée de, tiens, il n'y a pas encore beaucoup de contenu, surtout en français, en Duel Commander, donc j'avais fait pas mal de vidéos là-dessus. Puis après, j'ai un peu pris ma retraite, entre guillemets, pour aller faire d'autres choses, notamment bosser sur des jeux vidéo. Et me revoilà malgré tout sur des contenus, des podcasts, parfois des games filmés, ce genre de choses. Parce qu'on peut pas s'en empêcher. Parce que c'est un peu comme une maladie, parler de Magic. Ouais, c'est le souci, hein, on se fait poursuivre par ce jeu comme ça, par moi et par vous. C'est ça, voilà. Je me suis fait attraper sur Twitter parce que j'ai posté des cartes que j'avais commandées pour un deck moderne et c'était Ragen du coup, coïncidence, ouais. Je ne sais pas, qui disait t'avais pas arrêté. Bah non, on n'arrête jamais en fait. Je pense que Magic on n'arrête jamais en fait, c'est ça le problème. Mais je crois que c'est un des jeux avec l'engagement le plus long du monde, c'est un truc du genre à 7 ans d'engagement moyen pour un joueur. 7 ans. Ouais, parce que justement, en fait, il y a toujours un moment où tu fais ah tiens, mais vous jouez à Magic, mais attends, il me reste un vieux deck gobelin à la maison. Et en fait, il y a plein de gens qui reviennent à jouer ou de gens qui se considèrent encore joueurs, même s'ils jouent une fois tous les longtemps, tu vois, juste parce qu'ils ont leur deck à la maison. Et effectivement, une fois de temps en temps, ils font une game. Donc, c'est vraiment un jeu sur lequel les gens reviennent. Là où, genre, la plupart des jeux vidéo, s'ils ont 6 mois d'engagement, ils sont les rois du pétrole, quoi. Ouais. Non, mais en fait, je pense que c'est le jeu où tu t'investis tellement dedans. Enfin, quand tu commences à jouer un peu beaucoup, tu t'investis tellement dedans et tu as une telle connaissance du jeu dans ta tête que c'est entre guillemets dommage de la gâcher en fait en arrêtant de jouer, je trouve. Ouais, mais on appelle ça le biais des coûts accumulés. C'est comme quand tu attends le bus et tu te dis mais il va bien finir par passer, donc tu attends un bus, 2 bus, 3 bus, alors qu'en fait visiblement il passera pas, il doit y avoir un truc, t'as loupé une info ou quoi, mais et t'aurais pu changer de chemin, et à ce stade-là ça aurait été beaucoup plus avantageux de changer de chemin, mais tu t'es en tête comme ça à attendre ton bus parce que il va bien finir par arriver, ça fait 20 minutes que j'attends. Et il y a plein de trucs comme ça, pour la guerre du Vietnam, c'est le biais des coûts accumulés. Pour League of Legends, les gens qui se sont achetés plein de skins, etc. et leurs potes passent sur un autre jeu, ils n'ont pas envie de quitter le jeu parce qu'ils ont investi dans plein de skins, dans une connaissance du jeu, ce genre de choses. Donc c'est toujours le biais des coûts accumulés. Ok, intéressant. Mais en même temps, on investit tellement de temps et d'argent dans Magic que ce serait dommage d'arrêter. Je mets des grosses guillemets. Exactement. Alors, aujourd'hui, du coup, on est là, tous les deux, pour parler de la phase de combat, la phase d'attaque dans Magic, enfin la phase d'attaque, la phase de bloc et tout le reste qui s'ensuit. Yes. Petit disclaimer avant de commencer, on va évidemment parler que de Commander multijoueur, même si on fera des petites digressions, le sujet de base, ça reste comme le Commander multijoueur. Du coup, avant de commencer, est-ce que ça serait pas extrêmement intéressant de décrire un peu un tour de Magic? Est-ce que je peux te laisser cet honneur? Allez, un tour de Magic, t'as différentes phases. On a la phase de début, la première phase principale, la phase d'attaque, la seconde phase principale, puis la phase de fin. À chaque fois avec un stand d'étape. Et là, celle qui nous intéresse, c'est la phase de combat. Donc typiquement, en fin de phase principale, je vais demander si je peux passer en phase d'attaque. Et mes adversaires ont l'opportunité de prendre la priorité et faire des trucs avant. Si quelqu'un choisit de me faire un sort avant de ma phase d'attaque, après, techniquement, il a décidé de ne pas me laisser passer en phase d'attaque. Donc je suis encore en main phase et je peux continuer à jouer des rituels, etc. avant de passer en phase d'attaque. Mais une fois qu'enfin on m'a laissé passer en phase d'attaque, on va passer à l'étape de début du combat, qui est le moment où on va vouloir crew nos véhicules pour pouvoir attaquer avec, ou en tant que joueur défenseur, je vais vouloir jouer mon commandement cryptique pour engager toutes les créatures, ce genre de choses. Et si tout le monde accepte de passer à l'étape suivante, on passe à l'étape de déclaration des attaquants. Dans cette étape-là, du coup, directement, il y a l'attaquant qui va devoir déclarer tous ses attaquants. Il n'y a pas encore... Si on voulait réagir, faire des trucs, c'était à la phase de début. Maintenant, on déclare tous les attaquants. Une fois que tous les attaquants sont déclarés, c'est fini. Hop, nouveau tour de priorité.
Si tout le monde est OK, on passe à l'étape de déclaration des bloqueurs, où là, pareil, hop, les bloqueurs choisissent tous leurs bloqueurs. Une fois que tout est déterminé, tout est choisi, là seulement on peut faire des effets et un nouveau round de priorité pour voir qu'est-ce qui se passe aux bloqueurs. Si tout le monde est bon, on passe au combat. Donc là, pareil, on résout tous les dégâts. À l'étape de déclaration des dégâts, au moment où on inflige les dégâts. Donc on commence par infliger tous les dégâts, etc. Et ensuite, nouveau round de priorité. Donc typiquement, si j'ai un ninja, je vais vouloir soit le ninjutsu avant les dégâts, donc à la fin de l'étape de déclaration des bloqueurs, quand il n'y a pas de bloqueur de déclarer, mais on n'a pas encore fait les dégâts, si je veux bénéficier de son effet au moment où j'inflige les dégâts. Mais si au contraire, je ne veux pas en bénéficier, pour différentes raisons de trick dans Yuriko par exemple, ben je vais le jouer en fait, activer son ninjutsu après la déclaration des dégâts. Et si tout le monde est bon, là on passe à l'étape de fin du combat, qui est le moment où il y a typiquement tous les triggers de fin du combat qui vont s'activer. Donc par exemple les jetons de myriade qui s'en vont et ce genre de choses. Et si tout le monde est bon, hop, on passe en main phase. Et tout ça pour dire du coup qu'effectivement la phase de combat c'est ultra dense. J'ai un pote c'est un de mes senpai de Magic qui disait souvent que la phase de combat c'était une des phases les plus importantes de Magic parce qu'il y a autant d'étapes dans une phase de combat que dans un tour de Magic. Clairement. Et c'est dire à quel point c'est détaillé, et j'avais même oublié, tu vois, en t'entendant le redire, j'avais oublié cet aspect de je voudrais passer en phase de combat, non attends je vais faire un truc, ok, bon on est toujours en main. Pour moi c'est... En fait t'as tellement l'habitude de le faire au début du combat que t'oublies qu'il y a une phase de début de combat qui existe, que en général tu le fais avant la déclaration de... Enfin avant le combat quoi, donc bref. Ouais, mais c'est important du coup de savoir exactement les noms des différentes étapes et à quel moment tu veux activer quoi, parce que moi ça m'est déjà arrivé de perdre une ronde de tournoi juste parce que j'avais mal choisi mes termes et du coup j'avais joué mon cryptic command à la mauvaise étape et hop là je me suis fait avoir quoi. Oui, non mais c'est ça, c'est en fait décortiquer la phase de combat et connaître toutes les étapes de la phase de combat, ça te rend d'autant plus conscient de ce que tu vas pouvoir faire, quand tu vas pouvoir le faire et quand est-ce que c'est intéressant de le faire surtout en fait. Exactement. Ce que je dis souvent aux joueurs pas débutants mais aux joueurs semi-débutants, c'est par exemple les éphémères, gardez-les que vraiment à la dernier moment, enfin tu le joues vraiment qu'au dernier moment où tu pourrais le jouer pour que ce soit relevant en fait. Genre par exemple, un truc à la con, mais rendre indestructible ta créature, bah, tu l'as fait avant la résolution des dégâts, tu l'as fait pas avant de déclarer tes attaquants, ça sert à rien, ou avant que ton adversaire déclare tes attaquants, parce qu'il va peut-être avoir un trick sans réponse, ou un truc dans le genre, où tu sais pas ce qu'il peut faire. Absolument. Et donc du coup, bah voilà, donc hyper important du coup de connaître et de décortiquer un peu toute cette phase de combat. Et j'irais même plus loin, genre en multijoueur, c'est d'autant plus important de connaître ça, que ça va te donner un avantage clé sur tes adversaires. C'est-à-dire que si toi tu connais mieux les phases et les étapes, donc tu sais quel est justement le dernier moment pour interagir, tu peux attendre ce dernier moment et constamment voir est-ce que les autres ont un truc, et laisser le plus possible les autres joueurs dépenser leur interaction. Et ça se trouve en fait, d'ici le moment où effectivement on sera au dernier moment, bah en fait quelqu'un aura déjà réagi et toi tu n'auras rien à faire. Surtout qu'en multijoueur, le passage de priorité est hyper important parce qu'on fait toujours le tour jusqu'à toi et du coup il y a toujours 3 joueurs qui vont pouvoir décider avant toi de faire des choses et donc du coup c'est hyper impactant effectivement d'un point de vue très stratégique. Mais là on rentre dans des trucs vraiment ultra deep en termes d'optimisation de ressources en commandeur. T'as omis un détail qui est pas hyper important mais on en discutera plus tard parce que je bosse sur un deck là-dessus qui est la phase de dégâts d'initiative. Yes. Où il peut se passer des choses aussi avant du coup la phase de blessure normale. On va se mettre une petite épingle là-dessus, on en reparlera tout à l'heure parce que je suis en train de brouiller un commandant qui va jouer un peu là-dessus de manière rigolote. Et du coup, on a expliqué ce que c'était la phase de combat, en tout cas en détail et en large et en travers. Et du coup maintenant, une notion qui est hyper intéressante et qui est hyper importante, qui est beaucoup plus importante en commandant multi que en 1v1, même si en vrai les deux se valent, c'est le beatdown. Qu'est-ce que c'est le beatdown ? Yes, je vais me permettre de faire un petit retour historique là-dessus, mais en fait, au début de Magic, c'était vraiment les tout débuts d'Internet, ce qui veut dire qu'il y a plein de choses qui se sont passées au début de Magic qui ont été perdues, et c'était l'époque où si tu voulais les codes des cartes, il fallait que tu achètes ton Lotus Noir pour avoir la code des cartes. Si tu voulais les infos stratégiques, pareil, il n'y avait pas grand-chose, en fait, tu avais ton Lotus Noir, il fallait connaître les bons sites, etc. Et en fait, il y a beaucoup d'archives de vieux tournois qui sont juste totalement perdus, on n'a plus les vidéos, on n'a plus rien pour avoir des traces de ça. Notamment au tout début, il y avait un site qui s'appelait Dojo, sur lequel il y avait pas mal de pros qui s'envoyaient, qui postaient des trucs sur des tips, des analyses stratégiques, etc.
Il y a une seconde phase où il y a eu beaucoup de gens qui allaient sur les forums de MTG Salvation pour s'échanger des tips. Ensuite, on a les sites d'articles genre Channel Fireball, Star City Games, etc. qui sont arrivés. Et maintenant, en fait, on a YouTube, TikTok, on a 1 milliard de ressources disponibles. Et on nage vraiment dans les ressources. Mais ça n'a vraiment pas du tout été le cas au cours de Magic. Et notamment, Who is the Beatdown, c'est un article de Mike Flores qui est assez connu, qui est sur Star City Games actuellement. Et qui a une réécriture en fait d'un vieil article perdu de Dojo. Où il y a plein de ressources comme ça qui juste ont été perdues alors qu'elles ont été fondatrices au début de Magic, quoi. Et ça incite à se poser des questions genre ben là, est-ce que le late game est en ma faveur, est-ce que j'ai intérêt du coup à essayer d'amener la partie vers le long terme parce que plus ça dure, plus je vais gagner, ou est-ce qu'au contraire, si ça dure, je suis vraiment dans la mouise et j'ai tout intérêt à conclure la partie assez rapidement. Et donc typiquement, on prend dans le reste de Magic des decks comme Delver ou Burn vont vouloir le plus rapidement possible conclure la partie puisque le late game n'est pas en leur faveur, alors que souvent les decks ramp ou contrôle ont les games en leur faveur. Donc en Commander, ce serait par exemple si je joue Infect, j'ai tout intérêt à éliminer très vite des joueurs avant de me faire stopper ou de m'épuiser, parce que si je me prends 2-3 removal ou 2-3 colères de dieu, ou même juste une colère de dieu parfois, ben en fait c'est fini, moi je remballe et je passe à la suivante. Alors que si je joue un deck comme Nat Landfall par exemple, 4 couleurs comme ça, avec plein de trucs à jouer en late game, de la ramp, de la value, tout ce qu'on veut, bon ben je suis très tranquille en late game et j'ai tout intérêt à prendre mon temps et à empêcher les aggros de trop finir des gens trop vite, surtout moi de me protéger. Parce que je sais que plus la partie dure, plus c'est en ma faveur. Mais du coup, qu'est-ce que c'est le beatdown ? Yes. Donc ça, c'est qui est le beatdown. Et le beatdown, c'est la personne qui a intérêt à essayer de conclure la partie le plus vite possible, à mettre la pression, à être la personne qui attaque et qui impose le tempo de la game. Alors, il y a un terme que j'aime de moins en moins utiliser, c'est l'agresseur. J'ai pas d'autre terme en français, mais c'est la personne qui... Ouais, c'est ça, qui a le tempo, quoi. Est-ce que tu auras un autre terme que agresseur pour définir ça ? Je me suis jamais posé cette question parce que j'avais tendance à parler en franglais au quotidien. Donc, je n'ai pas là en tête, mais on sait jamais. Ok. Bon. Le dominant, enfin voilà, c'est la personne qui... Vous l'avez déjà vécu dans une partie de Magic, c'est-à-dire c'est le mec, il a 5 créatures sur le board alors que personne n'en a. C'est des trucs qui vont avoir des antiennes, des effets sur l'attaque et des choses comme ça. Donc voilà, donc le beatdown, du coup c'est une notion qui est hyper importante, en gros c'est intrinsèquement lié à savoir qui est la menace à table en fait. Là en général quand une personne a le beatdown, c'est la personne qui est menaçante en fait dans la partie et qui est sur le point de gagner en tout cas et qui est en train de gagner. Mais là du coup on est là pour parler du coup plutôt de la phase d'attaque et des fois avoir le beatdown, bon ça va être le joueur de contrôle ou de combo qui va aligner ses pièces de combo par exemple, mais en tout cas en commander et en tout cas dans ce dont on veut parler aujourd'hui, ça va être plutôt le joueur qui a le plus de potentiel de dégâts en fait sur le board, sur son champ de bataille. Et du coup, pour ça, pour pouvoir gagner quand on est dans cette position-là, il faut attaquer, si je me trompe pas. Et qu'est-ce que ça implique pour toi, en commandeur multijoueur, d'attaquer un autre joueur ? En fait, déjà, de base, à Magic en 1v1, je vais avoir ce besoin d'estimer à quel point est-ce que je peux prendre l'avantage pendant la phase d'attaque, à quel point est-ce que la phase d'attaque est en ma faveur, quelle créature je dois sélectionner, comment est-ce que mon adversaire est susceptible de bloquer, est-ce que c'est plus intéressant pour moi de rester en attaque ou en défense, est-ce que mon adversaire a des chances de lui aussi essayer d'attaquer en contrepartie et me punir pour mon attaque, tout ça je vais devoir le prendre en compte. Et c'est autant de situations sur lesquelles je peux me tromper. Je peux me tromper en sélectionnant mes attaquants, en prévoyant les blocs adverses, en prévoyant mes tricks ou les tricks adverses. Et souvent, ce qu'il va y avoir, c'est que des joueurs plus débutants vont surestimer l'importance de garder leur PV, alors techniquement, il n'y a qu'un seul PV qui compte, comme disaient les joueurs de noir, et bloquer trop tôt ou pas attaquer assez, etc. Et perdre leur fenêtre en fait, pendant laquelle ils pourraient gagner. Et au final, c'est vachement ça, c'est-à-dire que surtout dans une partie de Commander, on n'aura pas notre board tranquille sur la table pendant un nombre de tours infini. Il y aura toujours un moment où il y a des removals, des Vras, etc. qui vont arriver. Surtout si on se pose comme étant la menace. Parce que là, on a 3 joueurs qui nous regardent et qui ont très envie de détruire des trucs sur notre board. Donc, il faut vraiment saisir notre fenêtre pendant qu'on l'a. Sauf que, comme on est en multijoueur, il y a 3 personnes qu'on peut attaquer, il y a d'autant plus de bloqueurs potentiels et d'autant plus de joueurs qui peuvent venir nous envoyer leurs attaquants parce qu'on s'est rendu vulnérable en attaquant avec tout. Et c'est en plus renforcé par le fait qu'on
on a le sentiment que nos attaques n'ont pas beaucoup d'impact parce qu'il y a quand même 3 joueurs à 40 PV en face. Donc si j'attaque avec ma 3-3, qu'est-ce que ça change? Par contre, si j'ai pas ma 3-3 en bloqueur, ça m'a l'air d'être un vrai manque pour moi. Je peux plus bloquer, je vais me prendre plein d'attaques à la con et là je vais perdre mes ressources. Et comme on surestime, comme on sous-estime déjà à quel point notre 3-3 va faire la différence, parce qu'au final beaucoup de parties se terminent avec des gens qui sont bas en PV, il y a 3 points de vie de différence, ça peut vraiment impacter, et sous-estime à quel point c'est important de garder ces 40 PV suivant les dynamiques à la partie. On peut se retrouver avec cette situation où on se sent paralysé et on n'ose pas attaquer alors qu'en fait notre fenêtre est en train de partir. Et c'est vraiment ça qu'on essaie de faire en multijoueur, on essaie de créer une fenêtre dans laquelle on peut dicter notre tempo, imposer notre gameplay, envoyer nos attaquants et essayer de prendre la partie. Et cette fenêtre, soit on ne la crée pas et on se dit pour l'instant je reste le deuxième meilleur joueur à la table entre guillemets et j'attends mon heure, soit j'y vais, je pose mon board, je fais de moi la menace, tout le monde me regarde et il faut que je saisisse cette opportunité parce qu'après elle sera plus là. C'est vraiment ce moment clé où c'est parti quoi. Tu passes la deuxième ou la troisième ou la quatrième, on s'en fout, mais c'est parti quoi. Et là maintenant faut gagner quoi. Enfin, on est parti pour y aller. Exactement. J'ai un pote récemment qui s'est ramené comme ça en game de multi à play-in et lui il jouait Xenagos en mode il colle des tartines et à un moment il y a un joueur qui se décide à essayer de lui faire une grosse phase d'attaque sur la tronche et c'était très rigolo parce qu'il lui fait en fait me rate pas parce que moi je te raterai pas. Et le gars l'a raté. Donc en fait derrière il on-tap avec Xenagos, il joue des gros tons, il faut de la sécurité, il attaque et en fait il y a vraiment ce côté attention à ce que tu essayes de faire et aux dynamiques multi parce qu'en plus quand tu attaques un joueur il a tendance à se venger. Du coup oui c'est ça en fait, pour moi ce qui est vraiment impactant dans ce choix d'attaquer un joueur plutôt qu'un autre au final parce que c'est souvent la première attaque, toi t'es là avec ta 3-3 et tu te dis bon j'attaque quelqu'un mais j'attaque qui déjà en fait. Déjà la première question que tu dois te poser c'est est-ce que j'ai envie d'attaquer, bon, évidemment, mais surtout qui j'attaque en fait parmi les trois et de qui je vais avoir le moins peur, qui va me revenir sur la tronche en fait si jamais effectivement je me fous à poil quoi parce que j'ai plus de bloqueur. Et donc pour toi c'est plus en commandeur c'est plus impactant d'attaquer du coup avec cette 3-3 ou de la garder pour bloquer? Tout dépend de la situation. Moi j'ai souvent tendance en fait, je suis connu comme un joueur qui communique pas mal. Et je vais typiquement prendre ma 3-3 dans la main, regarder mes adversaires et me faire tiens j'aimerais bien attaquer et commencer à regarder où est-ce qu'il y a des blocs et je vais lancer la conversation et je vais voir comment mes adversaires réagissent à ça. Okay. Et en fait suivant leur réaction, parfois je vais dire ok c'est pas grave je vais rester en défense tant pis passe mon tour machin et parfois au contraire je vais réussir à récolter des deals, pouvoir m'arranger. Donc c'est tout bête, mais en fait, quand tu prends ta 3-3 dans la main et tu fais bon, j'aimerais bien attaquer là, et tu commences à discuter, tu as souvent des joueurs qui vont faire écoute, si tu m'attaques pas, moi j'attaque aussi un adversaire, comme ça on commence à descendre leur point de vie, ou alors c'est toi qui proposes le deal. Genre, en fait, ce serait cool, tu vois, nous on a tous les deux des créatures, au lieu de rester tous les deux en défense et de se regarder comme ça, genre en chaîne de faïence, peut-être qu'on peut juste tous les deux pour l'instant à attaquer d'autres adversaires et commencer à virer leurs ressources en point de vie voilà, on sait qu'on peut s'entre-attaquer mais c'est pas dans notre intérêt, on va juste perdre des PV, qu'est-ce que t'en penses? Et là la personne va faire ouais bon plan et hop j'attaque un autre adversaire lui aussi et là c'est tout bête mais on est en train de créer une situation qui est avantageuse pour nous deux, c'est-à-dire qu'on a tous les deux retiré la menace de l'autre adversaire qui peut nous attaquer et on est tous les deux en train de grignoter les ressources en point de vie des autres joueurs. J'aime bien cette manière de penser. Moi, en général, en début de game, je suis plutôt à distribuer les tartines. Genre, je te mets un coup de 3-3, après je te mets un coup de 3-3, puis t'as joué un bloqueur. Bon, tant pis, t'auras pas ton coup de 3-3, mais je passerai sur les autres. Juste pour pouvoir even un peu au début de la partie les points de vie. En ce moment, je suis beaucoup plus sur des decks agressifs en commandeur. Notamment, je joue par exemple Adeline ou Octavia. Et Adeline, notamment, c'est un deck en général que mes adversaires aiment pas. À force de le voir, ils aiment pas trop parce que c'est un deck qui part vite en sucette et tu vas faire une phase de combat avec Adeline et tu vas te retrouver avec une 7-7 chacun qui va arriver chez les oppos et tout dans le genre. Et je suis plutôt à essayer de even en fait les points de vie pour pouvoir ensuite en fin de combat, en fin de game, comme je sais que je vais avoir au moins un attaquant en fait par joueur, de pouvoir les sortir en fait les trois en même temps, en tout cas de sortir 2 joueurs en même temps parce que comme ça permet de baisser les points de vie plutôt que d'aller chercher le deal, parce que de toute façon je sais très bien que personne ne veut faire de deal avec moi parce que de toute façon je vais tous leur casser la gueule. Ah oui forcément quand c'est équitable tu peux pas faire de deal. C'est ça tout à fait, mais j'accepte ce rôle,
J'accepte ce rôle et le deck est pensé pour notamment juste pour protéger Adeline et le reste on verra plus tard. Et tu viens de dire un truc assez intéressant aussi, qui est en fait, le fait que tu répartis, et il y a des vraies dimensions sociales à qui tu attaques en multijoueur, et notamment, c'est tout bête, mais quand la partie vient à peine de commencer, et potentiellement tu vas prendre ta brasse et la partie va durer 1 heure de plus, si tu sors un joueur, c'est un joueur qui va te regarder et s'ennuyer pendant 1 heure. Ouais. Donc, moi j'ai beaucoup changé mes decks par rapport à ça, et c'est une vraie limite au fait de jouer aggro en Commander, parce que si tu joues Infect, Infect, le principe c'est t'en sors un, puis t'en sors un deuxième, puis t'en sors un troisième, et on voit que Wizards avec les nouveaux préconstruits sortis justement vers New Phyrexia, exactement, vers New Phyrexia, tout à fait. C'est des decks qui incitent au final à répartir le nombre de compteurs poison pour gagner des différents bonus. Et essayer de changer cette dynamique des decks Infect, et c'est vachement smart je trouve de la part de Wizard d'essayer de proposer une nouvelle manière de jouer Infect qui ne nécessite pas de virer un joueur puis le deuxième puis le troisième, parce que sinon ce pourquoi ce deck était vachement connu, c'est je joue genre Rafik Poison, je sors un joueur, le deuxième se bat, je le sors aussi, et puis là on passe une demi-heure, 3/4 d'heure à faire le 1v1 et deux autres joueurs s'ennuient quoi. Ouais, non mais c'est malin, mais en fait ce qui est rigolo c'est qu'il y avait un peu cette idée inverse au début. T'avais des cartes de commandeur multi et même des cartes un peu chelous qui disaient si un joueur a perdu la partie ou quand un joueur perd la partie vous faites ça. Et du coup il y a cette dynamique un peu chelou où t'es incité du coup par le design du jeu, du coup par le jeu en fait en lui-même, à sortir les joueurs les uns après les autres plutôt que de les sortir tous en même temps, ou en tout cas de les sortir les uns après les autres mais de manière plus rapide quoi. Exactement. C'est d'ailleurs des trucs sur lesquels ils s'en sont pas mal écartés de ce genre d'effet-là, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était pas des dynamiques qu'ils cherchaient à créer au final en Commander. Carrément. Et puis je trouve que maintenant qu'on en parle, il y a pas mal de design de cartes de Commander qui disent pour chaque adversaire. Et ce qui fait que du coup t'es incité, genre Adeline par exemple, je suis incité à sortir mes 3 adversaires en même temps, parce que je sais que si j'en sors un, je vais créer plus que, je mets des guillemets, mais je vais créer plus que 2 tokens au lieu d'en créer 3. Et etc. Et quand je vais me retrouver en 1v1, je vais avoir un seul token en fait par phase d'attaque, et du coup ce qui va être moins impactant. Et du coup tous mes triggers qui vont se déclencher quand il y a une créature qui va au champ de bataille, ils vont être réduits en fait au fur et à mesure. Du coup je suis plus incité à les tuer tous en même temps, et plutôt qu'à sortir un joueur puis un autre quoi. Bon, en général je tue quelqu'un aussi aux blessures de commandant avec Adeline parce que ça va très vite. Mais mais ouais, voilà. Et c'est vrai que j'aime aussi que, pour revenir au tout début de ce que tu disais et qui est hyper intéressant, il y a ce côté un peu j'ai envie d'appeler ça la contrainte sociale de on est 4 et j'en sors un et il joue plus et c'est tout. Et c'est notamment je pense que c'est une des raisons pour laquelle le format de Treachery a commencé à émerger, à exister, aussi parce que c'était bien d'avoir des manières de jouer à 5, mais aussi de ce côté de dire s'il y a un joueur qui meurt à table, la partie se termine plus ou moins, mais la partie va se terminer plus rapidement en fait. On n'a pas besoin de sortir tout le monde. Yes. Et c'est pour ça que je pense que des jeux comme Bang maintenant ou Shadowhunter, un jeu de société, sont des jeux qui sont moins appréciés, en tout cas par moi mais aussi par d'autres joueurs, que des nouveaux jeux à rôle secret où on va pas éliminer tout le monde mais on va plutôt agir vers un but commun en fait. Ouais, carrément. En fonction de nos factions, Mais puis tu retrouves ça avec le format nécromancien, zombie ou zombie master comme tu veux à Magic. Mais ce principe-là de quand tu tues un joueur, en fait, il devient ton mignon, il rejoint ton équipe, et ça devient une espèce, au fur et à mesure de la partie, une espèce de combat entre des grands seigneurs nécromanciens pour qui sera le plus grand seigneur nécromancien et réduira tous les autres à l'état de zombie, quoi. Et qui est tout bête, mais au final, tu vas garder tout le monde dans la partie, et tout le monde continue à jouer et à s'amuser, quoi. C'est ça, c'est l'objectif. Moi, nous, on le répète souvent sur le podcast, c'est à un moment ou à un autre, il faut savoir ce que vous proposez comme expérience de jeu à vos adversaires, parce que vous êtes des partenaires de jeu avant d'être des adversaires, et vous êtes là pour passer un moment ensemble, donc réfléchissez à ça, et réfléchissez à est-ce que vous avez vraiment envie d'exclure un joueur. Si on est, par exemple, je donne un autre exemple, mais si on est un commandant à l'Assemblée 2024, si ça existe, et que effectivement tu sors un joueur hyper rapidement, c'est pas grave, le mec il se lève et il va voir ailleurs, il va faire une autre game. Mais si vous êtes à FNM du vendredi soir et qu'il est 23h30, et que vous êtes plus que 4 dans la salle et que vous faites une game et que tu sors un mec au bout de 3-4 tours de jeu, c'est pas hyper chouette quoi. Donc oui, on est là pour gagner, mais on est aussi là pour passer un bon moment. Donc réfléchissez ma hot take du jour, c'est réfléchissez un peu à ce que vous proposez à vos adversaires, quoi. Bien sûr, et c'est toute la difficulté quand tu joues un deck qui t'incite à tomber quelqu'un. Tu vois, avec des potes, il y a quelques temps, on fait une game un dimanche comme ça,
Et justement, il y a un joueur qui, là actuellement, il a le létal pour un joueur. Il y a un joueur qui est menaçant et en fait, il n'a pas de quoi se débarrasser de son board et se débarrasser de l'agression. Il a de quoi virer le joueur de la partie. Donc lui, il se dit player removal is good removal, tu vois. Et il part sur en fait, il joue en Magister Sphinx, il le passe à 10 et il part pour lui faire une phase d'attaque létale pour le sortir de la partie. Et effectivement, il n'a pas de plan derrière pour sortir les 2 autres joueurs. Ça va forcément durer 1 heure de plus, mais d'un point de vue stratégique, lui, s'il veut potentiellement survivre à son prochain tour et que ce joueur-là évite de partir en sucette, il faut qu'il le sorte maintenant. Et à la fois, ça aurait été feel bad si ça avait marché. Et à la fois, moi, j'avais un fog en main. J'ai fait à mon adversaire ça te dit, je fog et t'es mon allié jusqu'à ce qu'on soit en V1. Et donc là, ça a marché, mais c'est vrai que en fait, directement, son deck et le genre de solution qu'il avait l'ont poussé à un comportement qui aurait été feel bad. Ouais, ça vient du deck building, entre guillemets, quoi, je pense. C'est l'idée de... Enfin, c'est cette contrainte dans laquelle il était vient potentiellement... Je veux pas blâmer le mec, hein, ou la nana d'ailleurs, mais c'est juste que je pense que ça vient du deck building et de la manière dont tu construis ton deck et les cartes que tu rentres dedans qui vont t'inciter du coup à jouer d'une manière ou d'une autre, quoi. Ouais, je pense que en fait, si t'as Magister Sphinx ou Sorin qui peut mettre un joueur à 10, tu vas facilement pouvoir sortir un joueur. Mais c'est pour ça qu'avoir des cartes qui, elles, sont faites pour tuer plusieurs joueurs à la fois, vont potentiellement, ça va être plus intéressant ici en termes de dynamique sociale, quoi. C'est aussi imaginons à la place, il joue une brasse asymétrique et il rase le board, il garde son board et il commence à mettre l'agression. Là, c'est typiquement une situation où il prend un gros avantage sur la partie, il reset le board de ce joueur-là. Ça sert son plan de jeu et à la fois il sort personne. Donc il y a vraiment, effectivement, dès le choix du genre de carte que tu mets, ça va changer totalement ce que tu pourras faire en partie et le genre de situation que tu vas créer. Yep, donc pensez à ça dans vos deck building. Mais on n'était pas là pour parler de ça au début, même si c'était hyper intéressant. J'avais 2 petites questions par rapport du coup à cette histoire de beatdown, notamment des conseils du coup pour les joueurs d'aggro, en tout cas pour vous donner envie de jouer aggro. Est-ce que toi tu joues des decks aggro d'ailleurs? En fait, je joue pas mal de decks différents, j'en monte, j'en démonte. Donc là en ce moment, qu'est-ce que j'ai comme deck aggro? J'ai pas vraiment de deck aggro. Le dernier que j'avais, je l'ai cassé. J'avais Gut de Baldur's Gate avec Inspiring Leader. Et voilà, en mode tour 1, je joue un truc à sacrifier avec Gut. Tour 2, je joue un truc à sacrifier avec Gut. Tour 3, je joue Gut et je commence à mettre des 4-1 squelettes. Tour 4, je mets Inspiring Leader et mes 4-1 squelettes deviennent des 6-3. Et j'enchaîne les trucs genre, pour 2 mana, je mets 2 jetons qui sont en fait des 3-3 et qui, sacrifiés sur Gut, seront des 6-3. Et je commence à mettre des tartines comme ça, ouais. Ok. Et du coup, en tant que joueur d'aggro, en tout cas pour ce deck-là, comment est-ce que tu as pensé ton deck building pour te protéger, entre guillemets, des 3 autres joueurs, en fait? Est-ce que ton but, c'est de tuer la table? On va pas se mentir. Et du coup, comment est-ce que tu fais pour garder ce beatdown? Ouais, en fait, tout simplement, moi je pars du principe, d'abord j'ai des trucs qui me permettent de mettre le beatdown, et j'ai notamment pas mal de petits artos ou de créatures qui, quand elles meurent, me font piocher une carte, qui m'assure d'avoir un flow constant de trucs à sacrifier, de menaces, et que même si on me rase mon board, je pourrais potentiellement revenir. Mais avant tout, j'ai une première phase qui est comment est-ce que je deviens le beatdown, en fait, comment est-ce que je me mets un board qui va menacer les autres joueurs, qui était justement cette stratégie de je m'assure de faire tour 1, un truc à sacrifier, tour 2, un truc à sacrifier, tour 3, Gut, tour 4, Inspiring Leader, et d'être assez régulier là-dessus dans mon deck building. Donc ça implique de jouer, en termes de stats, c'est bien si j'ai au moins 13 bons tour 1 à sacrifier, 15 bons tour 2, suffisamment de land qui arrive on tap. Donc voilà, après on peut faire les différentes stats là-dessus. Et ensuite c'est comment est-ce que effectivement je protège mon board. Là moi j'aime bien, ne serait-ce que j'aime bien Dîme de mana, que je trouve très rigolo, parce que très souvent je vais avoir un joueur qui se full tap pour jouer une colère de dieu. Et là je vais faire tiens, paye un de plus, je te regarde. Et effectivement échec là. Sinon il y a les classiques protection de Teferi, ce genre de cartes là, qui vont t'assurer que tu veux raser le board, très bien, pas le mien. Ok. Donc, ouais, vas-y. Voilà, je suis plus sur ce genre de trucs là, soit des contres, soit de la protection de masse, soit ne serait-ce que pour un indestructible exproof sur une créature, ce genre de petits trucs pour essayer de petits effets en fait qui vont m'assurer que ça va être difficile de disrupter mon board. Ok. Alors moi dans l'idée de ma question c'était comment te protéger toi et pas forcément protéger ton board.
Parce que l'idée, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand tu attaques, quand tu te full tap pour attaquer et mettre des grosses phases de bourre, d'une autre manière, tu deviens aussi ultra vulnérable à ce que les autres joueurs peuvent faire. Moi, les propositions que j'ai à faire, au-delà effectivement des classiques intervention héroïque, protection de Teferi, des contres, ce genre de choses, ce que j'aime bien inclure dans mes decks, notamment, je vais reprendre comme idée mon deck Adeline, ça va être la vigilance, parce que Adeline c'est une étoile 4 du coup, avec la vigilance, et du coup c'est déjà quelque chose de assez fort en fait pour bloquer. C'est-à-dire que l'adversaire, en fait, s'il va vouloir attaquer dedans, il va devoir faire des choix en fait, au niveau de ses attaquants. Et je trouve que la vigilance en elle-même, déjà, c'est une capacité qui est beaucoup plus importante en fait en Commander qu'en 1 contre 1. Parce que ça te permet à la fois d'attaquer et de défendre, ce qui est plutôt intéressant, je trouve. Tu parlais d'effet de fog aussi, parce que Yes. si je suis full tap, je suis forcément plus vulnérable aussi aux phases de combat des adversaires, et s'il s'avère qu'à table il y a un autre joueur d'aggro, il va aussi potentiellement vouloir m'en mettre plein la gueule, donc les effets de fog c'est hyper fort. On en a discuté, il y a une vidéo qui va sortir là dans pas longtemps qu'on a fait avec Nox. Une carte que j'aime beaucoup, c'est Mandat de paix. Est-ce que tu connais Mandat de paix ? Tout à fait. J'aime bien. En termes de trick de combat, c'est assez stylé. C'est une carte qui est très très chouette parce qu'en plus de virer toutes les blessures de combat et d'annuler complètement les blessures de combat, il y a un effet de silence, et en plus encore, on peut complètement nullifier tous les triggers qui pourraient se déclencher pendant le combat des oppos. Et donc c'est des trucs qui sont assez chouettes. Tu parlais de trucs qui sacrifient et de pioches, et je trouve qu'une très bonne manière de faire du CA aussi en Commander, c'est la création de jetons, tout simplement. C'est des choses qui sont entre guillemets gratuites parce que c'est des créatures, c'est des créatures sans être des cartes, et il y a cet aspect card advantage en fait que je trouve hyper intéressant aussi en termes de création de CA en fait, tout simplement de garder une présence sur le board, et si jamais il y a une vrasse, c'est pas grave parce que c'était que des jetons entre guillemets, donc c'est moins impactant. Ouais. Du coup, pour répondre à ta vraie question, moi la première chose que j'avais, c'était effectivement la dimension politique. Ouais. Qui est, en fait, c'est simple. Je peux t'attaquer et il y a nos boards qui vont s'entre-nullifier, ou alors on peut rester en défense, mais on est des decks aggro, donc ça bénéficie à aucun de nous deux. Donc je propose que plutôt tous les deux on attaque, et pour l'instant on se priorise pas. Donc ça peut être vraiment la carte politique marche vraiment. Ensuite, le fait d'avoir un flow constant de menaces fait que t'es jamais une personne qui est facile à attaquer. Donc, c'est tout bête, mais si j'attaque avec Gut, je fais une grosse phase d'attaque là-dessus, puis derrière je joue une production de tokens qui avec Inspiring Leader sont tous au minimum 3-3, je vais être difficile à attaquer. Le genre de carte que j'aime bien jouer pour nourrir Guts, c'est Mur d'Augure par exemple, que j'aime beaucoup aussi bien en contrôle qu'en aggro en fait dans ce cas-là. Donc pour 2, une 0-4, quand elle arrive en jeu je pioche une carte, et c'est tout bête mais c'est un très bon bloqueur, ça fait piocher quand ça arrive, ça sacrifie très bien à Guts quand j'ai plus besoin de bloqueur. Donc c'est typiquement ce genre de carte là que je vais avoir. Les removals, en fait, si j'ai un chemin vers l'exil, c'est aussi bien pour virer un bloqueur relou que pour virer un attaquant qui essaierait de me punir. Je vais être beaucoup plus sur ce genre de méthode-là. Ok. Et du coup, transition oblige, si je suis face à un deck aggro, quelles sont mes solutions ? Yes, encore une fois, moi j'aime beaucoup les bons bloqueurs type Mur d'Augure, Mur de Racine ou Sinistre Strix par exemple. Mais même un Sakura Tribalder, c'est tout bête, mais c'est une rampante grosse qui va aussi bloquer une attaque. Je vais avoir tout ce qui est removal, j'aime bien avoir plein de removal pas cher, un petit retour au pays ou chemin vers l'exil, et c'est tout bête mais il y a plein de moments où encore une fois je vais engager la conversation, genre tu tires à ton attaquant parce que si c'est le cas c'est peut-être pas chez moi qu'il faut aller. Ensuite c'est tout simplement les moyens de reset le board, Verdict Suprême, Terminus. Moi j'aime beaucoup le principe de ah oui c'est moi que t'as décidé d'attaquer, finalement c'est de mon côté que ça va. Maintenant que j'ai l'information je vais faire tiens pour un Mystical Tutor je mets Terminus au-dessus de mon deck, maintenant j'aimerais résoudre un Brainstorm, oh tiens la première carte que je pioche ce tour-ci est un Terminus, mais c'est incroyable, moi pour un mana blanc je vais raser ton board. Yes. Est-ce que parce qu'en vrai face à des joueurs d'aggro, je pense que le meilleur outil ça reste la politique Yes. et même le bluff en vrai. Combien de fois est-ce que j'ai pas pris un Voltron qui m'arrive sur la tronche en disant t'es sûr que tu l'as envoyé sur moi parce qu'il a pas la protection contre le blanc, et le mec il fait ok bon je vais aller tuer quelqu'un d'autre, et voilà. Et c'est tout, et t'as rien dit de plus, et des fois juste ça marche, et après effectivement on en parle régulièrement, mais c'est vrai que dans le format les Vras ça reste le meilleur moyen de faire du CA en fait face à des adversaires.
ça reste des cartes qui sont qui permettent un peu de remettre à zéro la partie. C'est quoi ta hot take sur les Vrask, que tu voulais absolument en parler, et du coup je suis En fait, le problème, c'est d'un point de vue game design, je crée un préco Magic, par exemple. Le souci qu'on va avoir, qui est discuté en fait régulièrement par des joueurs de la communauté, c'est c'est la troisième brasse, à chaque fois ça remet la partie à zéro. En fait, l'idée, c'est qu'on mettait de plus en plus de choses sur le board, donc il faisait monter l'intensité, et c'est un peu comme si, je sais pas, dans Dragon Ball Z, on a les enjeux qui montent. D'abord, on sauve la ville, puis le monde, puis la galaxie, puis l'univers, etc. Et puis là, tout à coup, l'enjeu, c'est d'arriver à choisir la bonne marque de café au bar, tu vois. C'est ça qui se passe au final en termes de sentiment d'enjeu. Quand tu passes d'un gros board où il y avait plein de choses, à tout à coup, il y a une brasse qui est passée. Et ce qui est assez intéressant pour moi, c'est les brasses qui font avancer la partie plutôt que de la faire reculer, entre guillemets. Donc typiquement, dans le dernier préconstruit Ondin, le préconstruit joue avec des marqueurs plus 1 plus 1, il met des marqueurs plus 1 plus 1 sur tout le monde, et il y a une brasse qui dit renvoyer dans les mains de leurs propriétaires toutes les créatures qui n'ont pas de marqueur sur elles. Et c'est tout bête, mais ça dit en fait, vous remballez toutes vos créatures, là je veux plus les voir, et mon board d'Ondin je le garde, et maintenant je vous bourre avec. Et donc ça fait avancer la partie, dans le sens où il y a un joueur qui est en train de se rapprocher de conclure. Il y a toujours des gros enjeux. C'est même devenu encore plus élevé en enjeu, puisque maintenant il y a un arc ennemi contre tout le monde, et tout le monde est retrouvé de nouveau vachement faible face à un gros board. Donc ça continue à monter en enjeu. D'un coup, il y a l'univers qui est contre nous, et nous on n'a plus qu'un couteau suisse pour se protéger, quoi. Oh mon dieu, comment est-ce que les héros vont faire pour se sortir de cette situation? Et ça continue, ça garde la qualité des enjeux dans la game. Ça évite ce sentiment de découragement, de on en a marre de cette game, elle arrête pas d'être reset, on n'a plus beaucoup de cartes en main, on s'ennuie là. Ouais, puis ça, comme dit souvent Nox, ça récompense aussi un certain type de gameplay, et c'est des cartes qui sont entre guillemets des staples, mais que pour certaines stratégies. Et ça permet de secouer la partie, en fait, un minimum. Exactement. Pas de la remettre à zéro, effectivement, mais de la secouer un peu et de dire ok, allez, hop, c'est bon. À un moment, il faut qu'elle se termine la partie. Sinon, on va jamais s'en sortir, quoi. Absolument. À un moment, il faut conclure. On a concédé. Moi, j'ai proposé qu'on concède une game, c'était week-end dernier. Je sais même plus c'était quoi le board slate, mais on avait des boards qui étaient pas très intéressants. On avait plus beaucoup de points de vie tous, mais à chaque fois qu'il se passait un truc, il y avait un joueur en fait qui avait. Je sais plus ce que c'était. Bon bref, peu importe, on s'en fout de la situation, c'est pas très important, mais la partie elle s'enlisait. En plus il y avait un joueur qui était sorti et qui nous regardait jouer et qui était dépité parce que juste la game il se passait rien du tout. Et à un moment j'ai fait, on peut s'arrêter s'il vous plaît, on peut juste on remballe, je te la concède si tu veux la gagner mais je m'en fous, mais juste on la remballe et on en recommence une autre parce que ça elle est nulle à chier. Et c'est un peu le souci que j'ai face à certains archétypes et certaines stratégies de deck. Donc, bon, notamment Control en Commander, qui est plus ou moins intéressant, on va dire, comme stratégie, mais c'est notamment aussi soit les stratégies Super Friends, qui vont paquer énormément de Vrask parce que c'est fort, en fait, et que t'es pas impacté par ça. Soit les decks Voltron, du type Zurgo, qui vont dire mon commandant il est indestructible pendant mon tour, du coup je vais juste raser le board en fait en boucle et je vais vous taper avec mon Zurgo et c'est tout. Et je trouve que ça propose pas une expérience de jeu qui est hyper intéressante, ça laisse pas l'opportunité aux autres de s'installer et de jouer en fait tout simplement. Enfin on est là pour jouer aussi quoi, donc c'est. Et je dis pas que Control c'est pas bien ou que Stax c'est pas bien, je dis juste que ça propose une expérience de jeu qui est différente. Et il faut être au courant de ça quand on s'assoit à la table avec la personne qui propose cette expérience. Ouais, en fait, ce qui est pas facile, c'est qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui jouent notamment High Powered et qui ont comme envie d'optimiser leur deck le plus possible par rapport à leurs moyens. Et ils n'ont pas les moyens de jouer en fait avec tous les staples du CEDH, ils n'ont pas l'envie de proxy, mais à la fois ils essaient d'optimiser le plus possible, ce qui veut dire qu'effectivement ils vont avoir tendance à vouloir exploiter les failles du format. Et en fait le format est exploitable, il n'y a aucun souci pour trouver des failles et les exploiter. Moi ça m'est arrivé de faire des decks juste pour montrer des failles, si tu veux, genre je discute, les gens ne me croient pas sur le fait qu'il y a une faille du format, très bien je monte un deck, je te montre la faille, c'est bon on est d'accord, allez on passe à la suivante, je sors un autre deck. J'avais monté Karametra comme ça, je crois que je t'en avais parlé. Ça me dit quelque chose, ouais.
En fait, voilà, je joue Karametra, mon général est indestructible et j'ai plein de trucs, genre le lion à crinière blanche qui s'auto-bounce et va aller me chercher tous les landes de mon deck. Et ensuite, je peux jouer des effets du type à chaque fois que je joue une créature, je crée un jeton créature. Et donc, j'ai plein de moyens, si tu veux, de revenir à l'infini et de continuer à faire des boards à l'infini. Et je suis assez peu impacté par n'importe quel type de Vras. Et donc, en fait, dans ce deck-là, je rampe un petit peu, je pose mon général, je commence à ramper. Dès que le board est un peu menaçant, je fais une vengeance selon Acroma où en fait il y en a plein des variations de ça. T'as plein d'art cleansing, t'as Hour of Revelation, etc. Donc je joue n'importe laquelle de ces cartes qui dit détruisez tous les permanents de terrain. Là, tout le monde, en fait, les cachets, les enchantements, quel que soit ce que tu joues Enchantress, pas peur, tu joues un deck Artefact, pas peur, tu joues un deck Planeswalker, pas peur, tu joues un deck Créature, pas peur, je rase tout. Et maintenant, moi j'ai encore tout ce qu'il me faut, j'ai plein de terrain, j'ai ma Karametra, j'ai mes cartes en main pour repartir, donc je repars. Et en fait, t'en joues une, t'en joues deux, puis en fait, les adversaires sont complètement enterrés. Et là, tu dis, bah oui, voilà, le format est exploitable parce qu'il y a cette espèce d'embargo sur le fait de gérer les landes. Comme vous me gérez pas mes landes et vous me gérez pas mes cartes en main et vous ne jouez pas particulièrement de contre. Et moi, par contre, j'ai le droit de casser tout ce qu'il y a sur le board et c'est pas contre l'esprit du format. J'ai un avantage indécent dans cette partie en fait. Et c'est même pas une expérience de jeu qui est très positive pour mes adversaires. Ben non, c'est quelque chose qui est pas très intéressant. Et effectivement, le sujet des landes, c'est toujours un sujet qui moi, me laisse un peu... me laisse un peu perplexe. Il y a des jours où je me dis que j'aimerais bien que Balance que ce soit déban, mais en vrai, il y a plein de raisons pour lesquelles ça n'a aucune raison d'être déban, mais les decks ramp, en fait, c'est toujours les decks qui vont profiter le plus du format, en fait, en général, parce que c'est des formats qui durent longtemps, c'est des formats où il y a des Vras, et du coup, quand tu Vras, le mec qui détape à 14 landes, bien sûr qu'il va avoir un avantage par rapport au mec qui détape à 6 landes, même si vous avez le même nombre de cartes en main. Le mec, il va pouvoir faire beaucoup plus de trucs dans son tour, et donc oui, c'est effectivement un format qui est exploitable, mais en fait, on n'est pas là pour ça. Enfin, moi non, en tout cas, je crois pas. En tout cas, voilà, ça pose la question, quand on cherche l'optimisation, on va au final vouloir exploiter le format. Et ça crée en fait typiquement, c'est pour ça qu'on parle constamment d'avoir la Rule Zero Conversation, là, de discuter un peu de qu'est-ce que vous voulez. Si ce que vous voulez c'est casser le format, effectivement on va jouer, à la limite on va s'en fiche du contrat social et jouer des Armageddon, ou alors on va exploiter les différentes failles, mais au moins on est raccord là-dessus. Et il faut voir le genre de game que ça va donner. À la limite si tout le monde est raccord là-dessus, si ça se trouve ça marche à peu près. Et raccord sur les mêmes choses, parce qu'il y a souvent des débats genre oui, Casse-Terrain c'est pas ok, Blood Moon c'est pas ok, Farewell c'est pas ok, donc voilà, la discussion de qu'est-ce qui est ok ou pas elle peut être longue. Et effectivement, à côté de ça, si on a des joueurs, et moi j'ai plein de decks qui visent que ça en fait, à créer des situations, créer du fun social. J'ai un deck là avec c'est préconstruit des vilains de Doctor Who améliorés qui vise que à filer des dilemmes à mes adversaires. Voilà, l'idée c'est je suis un super vilain, je vais vous laisser des dilemmes draconiques, et je leur file plein de choix comme ça qui sont un petit peu difficiles et qui roleplay le super vilain si tu veux. Le deck est pas fort, c'est juste un roleplay super vilain, mais il est marrant et à chaque fois que je l'ai sorti face à des gens, ils étaient morts de rire. Oui, c'est ça, je trouve ça hyper intéressant de proposer quelque chose quoi. Est-ce qu'on passerait pas à la deuxième partie? Ça fait 43 minutes, je suis en train de regarder le temps. On va passer à la deuxième partie de ce dont on voulait parler, et c'était tout ce qui est game design en fait autour de la phase attaque et la phase de combat dans Magic en tout cas, et l'évolution aussi. On a déjà commencé à en parler, mais je trouve que c'est hyper intéressant de voir en fait comment est-ce que le game design essaye de nous pousser, nous joueurs, dans certains environnements en fait de jeu en commandeur multi. Alors j'avais fait une petite liste, est-ce qu'il y en a un dont tu as envie de parler en premier? Ouais, je pense qu'au global, dans le mindset, effectivement, moi j'avais beaucoup eu cette réflexion sur le game design des parties de Commander en regardant l'évolution des préconstruits de Magic au fur et à mesure des années. Et on voit vraiment en fait cette réflexion de Wizard de se dire quelles sont les caractéristiques d'une bonne partie. Donc typiquement une partie qui a de l'interaction où les différents joueurs arrivent à s'exprimer, tout le monde a son deck qui sort, arrive à sortir un peu son plan de jeu, il se passe des phases d'attaque, des différentes choses dans la partie, et c'est interactif, c'est dynamique. Et c'est à l'inverse du coup d'une partie où on resterait tous dans notre coin, on n'ose pas attaquer. Donc il y a un certain nombre de dynamiques comme ça qu'ils essaient de faire, typiquement éviter les deaths, éviter les foules, éviter les joueurs qui ont trop peur d'attaquer, et ils essaient pas mal en fait de sortir des différentes cartes pour rendre ça possible. Donc ne serait-ce que déjà dans le reste de Magic, un titan solaire,
À la base, c'était pas particulièrement une carte qui était prévue pour le commander, mais c'est une carte qui a un trigger quand elle arrive et quand elle attaque. Voilà, on pourra récupérer un permanent qui coûte 3 ou moins de notre cimetière, le mettre en jeu. Et ça donne envie. J'ai une 6-6 vigilance qui a un effet quand elle attaque. Bien sûr que je vais attaquer avec, je vais pas me priver. Et tout à coup, on a des titans qui commencent à attaquer un peu dans tous les sens. Donc il se passe des phases d'attaque, ça pousse effectivement à une partie plus dynamique. On a parlé des brasses unilatérales. Je vire ce qui me faisait peur, les bloqueurs qui me faisaient peur ou les attaquants qui me faisaient peur, et maintenant je peux attaquer tranquille. Ça fait avancer la partie. Et effectivement, je pense que ce qui nous a beaucoup rassemblé là dans les discussions, c'était toutes les mécaniques qu'ils ont créées, où que ce soit le monarque et l'initiative, c'est lui qui a le monarque, je vais l'attaquer pour le lui piquer parce que j'ai envie de piocher une carte, ça crée du jeu. L'incitation, tu vas à la fois pouvoir virer des bloqueurs, créer des phases d'attaque, créer des phases de bloc, etc. Donc c'est pas mal un bon couteau suisse et qui permet encore une fois au lieu de tuer la créature, donc retirer un niveau de menace sur la table, faire descendre les enjeux, en fait tu fais monter les enjeux. Non seulement oui il y a des créatures, elles pourront pas me bloquer, elles vont vous attaquer vous, maintenant deal with it quoi. Donc tu continues à garder la pression sur tes adversaires. Et la myriade qui est trop cool avec ce côté de ma créature est effectivement scale monte à l'échelle en fonction du nombre de joueurs que je peux attaquer. Plus j'ai de joueurs dans la partie, plus ma carte est forte, donc j'ai intérêt à garder tous les joueurs dans la partie jusqu'au dernier moment, et je vais pouvoir mettre la pression à tout le monde à la fois. Il y a plein de mécaniques trop cool qui ont été créées pour essayer d'inciter à l'attaque et je trouve ça génial. C'est même ne serait-ce que dans le Magic limité, je trouve, on est plus j'ai l'impression que les games sont plus accentués sur la phase de combat. Enfin, de toute façon, le scellé ou le draft, on gagne au travers du combat, il n'y a pas de mystère là-dessus. Mais je trouve qu'il y a de plus en plus de richesse, et tu parles de Titan Solaire notamment, qui est une vieille carte pourtant, mais il y a effectivement ce trigger sur l'arrivée champ de bataille et l'attaque. Et avant, on avait des triggers que sur un ETB, et du coup, ça donnait des parties un peu molles où juste on va aligner nos trucs, et on va faire un peu de CA, où on va gérer le truc de l'adversaire, mais qui va le rejouer, qui va le renvoyer en main, ou des choses comme ça. Et maintenant, on a du coup des triggers sur l'attaque, et pas non plus aussi sur quand ça inflige des blessures de combat à un joueur, ce qui pouvait être aussi un peu mou, même si ça t'incitait à attaquer, ça t'incite un peu moins à attaquer si l'adversaire a un bloqueur, mais si t'as un truc qui te dit juste quand t'attaques, et tu dis je perds mon attaquant, c'est pas grave, mais en attendant je vais quand même faire mon effet, et du coup ça t'incite aussi à attaquer pour pouvoir déclencher des effets en fait tout simplement, et démultiplier en fait tout ça. C'est vrai que dans ce que j'avais noté la myriade, mais il y a aussi la mêlée, je sais plus comment ça s'appelle en français, mais il y a mêlée aussi qui dit pour chaque adversaire que tu attaques, tes créatures gagnent plus 1 plus 1, et donc du coup t'as 3 adversaires, elles gagnent plus 3 plus 3. Moi dans Adeline je l'ai rentré instantanément, j'ai rentré notamment aussi Commandant d'Ornuit, qui est une carte qui a l'air de rien comme ça, mais c'est une 2-2 pour 4, et à chaque fois qu'il y a une autre créature qui a champ de bataille, toutes mes créatures gagnent plus 1 plus 1. Du coup, je fais une phase de bourre avec Adeline, j'ai 3 humains qui arrivent, du coup, toutes mes créatures gagnent plus 3 plus 3. J'ai un adversaire en moins, mes créatures gagnent plus 2 plus 2, et moins j'ai d'adversaires, et moins je suis fort. Et donc, c'est tout ce game design que je trouve hyper intéressant de recentrer Magic sur les phases de combat, et sur notamment le multijoueur aussi, et de dire ok, vas-y, attaque maintenant, parce que si t'attaques pas, en fait, il va rien se passer. Déjà, de base, il va rien se passer, mais en plus de ça, maintenant, tes cartes, elles disent attaque, sinon tu fais rien. Et je trouve ça plus intéressant, et en tout cas plus enrichissant, en tout cas pour une partie de Magic. Et tu as très raison de dire que c'est quelque chose qui est quand même assez vieux dans sa conception, parce qu'en fait, à l'époque de Magic, les sorts étaient extrêmement forts et les créatures étaient vraiment très molles. Donc le gameplay se basait énormément sur les sorts, et ça a complètement changé, où Wizard n'a pas arrêté de sortir des spells qui sont quand même moins forts en moyenne par rapport à des spells complètement ouf qu'il y avait dans le passé. Et à l'inverse, c'est sortir des créatures complètement craquées. Et maintenant, tu vas même en Legacy, il y a énormément de créatures qui sont jouées et de games qui se jouent au beatdown. Et même tu prends Show and Tell, Show and Tell, je vais poser une grosse créature et je vais attaquer avec. Donc il y a vraiment la qualité des créatures à monter en flèche, et ils ont plein de trucs comme tu dis pour essayer de, même en illimité, de créer des situations. Et je pense à toutes les créatures, les petites communes là, qui ont l'initiative pendant ton tour. Donc ça veut dire que pendant ton tour c'est vachement intéressant d'attaquer, et pendant le tour adverse de toute façon la créature sera nulle, donc autant attaquer. C'est ça. Alors que ce que j'aime bien, c'est qu'à la base, je sais que je crois que c'est Gavin qui avait refait un article sur l'initiative, et comme quoi l'initiative c'était plutôt une capacité pour défendre, et j'aime bien les cartes où c'est marqué du coup initiative pendant ton tour, du coup
L'initiative, c'est pour défendre ou pas alors? Je suis perdu. Bah justement, quand tu regardes sa chaîne, c'est assez cool parce qu'il dit le problème qu'ils avaient, c'était que l'initiative était trop fort en défense. Justement, l'initiative était trop utilisée en défense parce que c'était bien meilleur en défense. Et dans ce sens-là, c'est pour ça qu'ils l'ont changé. Parce qu'ils se sont dit, on aimerait bien que ça arrête de servir en défense parce que ça bloque la partie. Ça crée des situations où on se regarde en chien de faïence avec 2 gros boards et on n'ose pas attaquer. Et après, on fait draw en avant-première. Ce qui est quand même dommage. Et à la place, on va mettre l'initiative pendant ton tour pour essayer le plus possible d'inciter notamment les joueurs qui arrivent en avant-première où ils font au final une avant-première tous les 3 mois et basta. Effectivement, ils ont plus de mal à estimer les bonnes manières d'attaquer, de prendre l'avantage, et ils ont tendance à beaucoup faire draw. Et moi, ça m'arrive régulièrement d'arriver en avant-première et je tombe face à un joueur qui vient de faire draw et qui fait oh là là, le format est lent, et je fais non, tu vas voir. Et je me beat down 2 games d'affilée. Après là genre ah ouais effectivement c'est possible de finir avec une demi-heure d'avance, bah tu vois. Yes. Je vais profiter qu'on parle de l'initiative pour reprendre les points que j'avais mis en début de ce podcast que j'ai complètement zappé. On parlait de la phase d'initiative du coup. Yes. Voire de triple initiative avec les unset. De Last Strike. Du coup, je voulais parler de cette phase d'initiative parce que je trouve que c'est une phase qui est de temps en temps qui est un peu sous-estimée en Commander, notamment à part lol j'ai une épée d'eau et de feu et du coup je mets 4 blessures et je pioche 2 cartes au lieu d'en mettre 2, mais je trouve qu'il y a un truc un peu sous-estimé dans la phase d'initiative, en tout cas pour les créatures à qui tu vas donner initiative, les créatures à qui tu vas donner double initiative. En ce moment je suis en train de plancher sur un deck, est-ce que tu vois qui est The Archimandrite? Pas du tout. Alors The Archimandrite, c'est une carte, c'est un des commandeurs cachés de Brother War, tu sais ceux qui étaient dans les boosters d'extension. Ouais. C'est une créature Jeskai qui coûte 2 et Jeskai, c'est une 0/5, humain et conseiller. Au début de ton entretien, tu peux gagner X points de vie, X étant le nombre de cartes que tu as en main, moins 4. Bon, jusque-là, rien de renversant. Deuxième ligne de capacité, à chaque fois que tu gagnes des points de vie, chaque conseiller, artificier ou moine que tu contrôles gagne la vigilance et plus X plus 0, où X est le nombre de points de vie que tu as gagné ce tour-ci. Et dernière capacité, tu peux engager 3 conseillers, artificiers ou moines que tu contrôles, tu pioches une carte. Ok. Pourquoi est-ce que je parle de l'initiative ici? Parce que dans une phase de combat où, avec The Archimandrite, tu vas swing avec le board. Bon, je vais prendre un exemple vraiment complètement débile, mais comment ça s'appelle? Ça donne Double Strike et lien de vie. J'ai oublié le nom, mais je vois exactement de quoi tu parles. Flûte. True Conviction. True Conviction, bien joué, merci. Avec True Conviction, tu fais une phase de bourre, t'attaques. Phase d'initiative, je gagne des PV parce qu'ils ont le lien de vie. Du coup, ils sont boostés. Du coup, phase de combat normale, ils reprennent une énorme sauce. Et du coup, virtuellement, ça donne Triple Strike. C'est un peu ça, ouais. Et donc voilà, donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais du coup, dans ce deck-là, j'ai essayé de réfléchir à mettre des trucs. Au début, je me suis dit, ok, dans Magic, qu'est-ce qui est en Jeskai et qui coûte pas trop cher et qui potentiellement a le type moine, conseiller ou artificier, a à la fois l'initiative et le lien de vie? La réponse est 0. Mais du coup, j'ai essayé de réfléchir un peu à des tricks de combat qui vont donner par exemple initiative lien de vie à une créature jusqu'à la fin du tour. Il y en a quelques-unes qui existent. J'ai réfléchi à des cartes. Alors j'ai oublié le nom de la carte parce que la carte est complètement oubliable. Mais en gros, ça coûte 5, ça te fait gagner 8 points de vie. Et ça, la convocation. Ok. Et du coup, cette idée, c'est de dire je bourre, j'ai au moins une créature qui a l'initiative, elle a le lien de vie, ça connecte. Du coup, ça va booster mon board. Ils ont la vigilance parce que l'effet d'Archimandrite. Et du coup, je vais engager tout mon board pour pouvoir du coup gagner 8 points de vie et virtuellement du coup donner plus 8 plus 0 à tout mon board sur la phase de dégâts normale. Ok, c'est marrant. Et du coup, c'est un truc que j'avais réfléchi déjà de base sur un autre deck que j'avais fait qui était Subira. Où en gros, c'est pour 1, tu vas donner un bloquable à une créature qui a 2 de force ou moins. Et c'était un deck tribal je connecte. Et du coup, je voulais connecter en fait avec des créatures en phase d'initiative avec pour pouvoir déclencher des effets qui vont se répercuter sur la phase de blessure. Je sais pas si tu vois un peu l'idée. Ouais, je vois. Mais donc voilà, donc j'avais envie de parler un petit peu de cette phase d'initiative parce que souvent, en général, quand t'as une créature qui a double initiative, les gens ils font je te frappe, tu fais c'est quoi, c'est une caca double initiative, ok j'ai pris vite. Il y a plus de choses qui peuvent se passer et je trouve ça hyper intéressant de réfléchir un petit peu à cette phase-là qui est souvent sous-estimée et où souvent on dit double strike, c'est x2 et puis c'est tout quoi. Alors qu'au final, sur des phases de bloc, sur du piétinement, sur plein de trucs, en fait il peut se passer énormément de choses un peu cheloues en fait
qui font que tu rates des triggers ou tu vas perdre des bêtes ou justement tu vas pas mettre les points que tu voulais mettre parce que le mec il a bloqué, que ta créature elle a pas double init par exemple ou des trucs comme ça quoi. Puis ça veut dire que si tu as en général qu'à double init ou si tu as des mécaniques pour avoir double init, c'est très intéressant de jouer des cartes comme JT Dumezawa par exemple. Exactement, tout à fait. Où je parlais des épées tout à l'heure en introduction, mais voilà, il y a plein d'effets en fait qui vont se déclencher sur le moment où les créatures vont connecter en fait, et c'est hyper puissant de dire je vais connecter 2 fois. Pas forcément pour mettre le double de points, mais juste dire je vais avoir 2 triggers en fait qui vont se déclencher parce que j'ai connecté 2 fois. Yes, en CEDH en ce moment c'est Slicer. On se l'est pris hier, il y avait un joueur de Slicer dans la pièce. Et effectivement, voilà, tous les tours de chaque joueur, il y a sa bête double initiative qui va attaquer. Je crois que c'est une 3-4 double initiative. Et effectivement, le plan du deck, c'est de mettre une épée de festin de famine dessus, différentes épées, où c'est la personne qui contrôle les épées qui va prendre les bonus, alors que le joueur qui est en train d'attaquer contrôle Slicer, tu vois. Donc au final, tu files ton Slicer avec plein de bonus quand il connecte, et tu récupères des bonus autour de tous les joueurs. Donc l'idée c'est que c'est un peu de la même manière qu'un Thrasios plus Seedborn, si tu veux, te ferait du card advantage autour de tous les autres joueurs. Là si tu as une épée d'eau et de feu sur ton Slicer, ça veut dire qu'autour de tous les autres joueurs tu vas répartir 4 dégâts et piocher 2 cartes. Yes, j'adore Slicer. Il faut que je fasse un truc avec cette carte. En fait t'as vraiment l'impression de jouer un autre game mode quand il y a ce deck là à la table. D'un coup ça change toutes les dynamiques, c'est assez impressionnant. Et puis c'est bien connu, les joueurs de CEDH ne jouent pas de créatures, ne jouent pas de bloqueurs. On a quand même menacé pas mal de fois de tuer ce Slicer parce qu'il y avait un Corvol du tweet, mais effectivement c'est difficile. Ouais, je me doute. Je jouais Teferi, je me sentais pas très bien avec 0 bloqueur dans le deck. Mais un deck que j'aime beaucoup dans la méta CEDH, je sais pas si c'est encore viable actuellement, mais c'est Najeela, parce que c'est un deck qui met une pression de malade, et je trouvais le deck vraiment super chouette, juste parce que au-delà des combos combat infini, je trouve que c'est un deck qui est hyper intéressant dans une méta en fait. Enfin, ça va secouer un peu la méta où la plupart des joueurs vont jouer combo parce que c'est ce qui est le plus efficace, et t'as un connard qui va arriver avec son deck Najeela qui fait je vous bourre et puis c'est tout en fait. Et je trouve ça chouette que ça puisse exister en tout cas dans c'est clair, il y a des decks cool comme ça où effectivement tu prends Winota ou Najeela, ça va mettre des patates, Slicer pareil. Et Najeela, ce qui est très fort, c'est que tu peux. Moi, ce que j'aime beaucoup faire en CEDH, c'est je vais par exemple jouer Najeela et je vais attaquer vachement si je peux. Après, tu vois, s'il y a un joueur d'Ad Nauseam qui utilise ses points de vie, je vais l'attaquer. Mais si j'ai le choix, je vais attaquer le joueur à ma droite, typiquement. Soit je vais attaquer le joueur à ma droite parce que je vais vouloir le forcer à essayer de partir quand il n'est pas prêt, que du coup les gens sont obligés de dépenser des interactions pendant son tour, et après moi j'enchaîne, je prends mon tour et je gagne la partie. Soit j'attaque à ma gauche pour forcer les 2 joueurs suivants à vider leur main d'interaction et qu'arrivé à mon tour ils n'aient plus rien. Mais voilà, je vais pouvoir utiliser la phase d'attaque pour mettre la pression et essayer de créer une situation où c'est moi qui vais récolter tous les bénéfices de la game. Et effectivement, il y a ce côté genre, vous gérez ma Najeela, c'est pas grave, je joue Tassa démonique. Et je vais gagner tout pareil, quoi. Et vous gérez pas Najeela, en fait, vous m'avez oublié, mais je peux vous tuer au beatdown. Hein. C'est ça. Les points de vie, ça compte aussi. Hein. Exactement. Ça marche de tuer au point de vie. Pour terminer, est-ce que tu aurais une anecdote de partie qui se serait terminée sur une phase de combat vraiment mémorable ? Yes, pendant un temps je jouais à la ligue du Val-de-Marne, même si je tourne plus vachement parce que c'est un peu loin de chez moi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont une ligue avec un nombre de points par kill. Donc pour chaque personne que tu élimines, tu gagnes des points. Et ils ont pas mal de règles un peu arbitraires, tu vois, pour essayer d'avoir des parties entre guillemets fair qui se jouent surtout au beatdown. Donc t'as des trucs genre pas plus de 5 activations d'une même capacité par tour, pas de combo win instantané avec Tassa Oracle, des trucs du genre, tu vois. Donc t'as vraiment une ligue où tout le monde joue le jeu de y aller au beatdown à peu près, tu vois. Il y a des deck meules, des trucs du genre, mais ça reste très fair. Ok. Et on a une situation où le joueur 1 fait un tour de folie. Donc ça monte un peu, donc je me souviens plus exactement des détails, mais je crois qu'il joue un Myojin de la toile de vie. Donc le Myojin vert qui dit tu vires le marqueur Divinity, tu mets toutes les créatures que tu veux de ta main en jeu. Et d'un coup il se retrouve avec un board de folie, mais il a pas la célérité. Donc il passe le tour avec son board de folie. T'as le joueur du coup à sa gauche qui prend son tour et utilise Reine du pouvoir pour échanger ses créatures avec lui, essayer de le tuer. Et il déclare sa phase d'attaque. À son étape de début, je suis là en mode non, Naya Charm, j'engage toutes tes créatures parce que je veux le kill. Donc il est en mode quoi, mais tu m'as viré mon kill, je vais pas pouvoir le prendre. Et moi je suis là genre tu vas voir, j'ai un plan. Je prends mon tour et je joue Sidar Kondo de Jamura et Chrome.
Donc j'ai plein de tokens de 1-1, etc. J'attaque avec tout qui sont imbloquables grâce à mon général. Et pendant la phase d'attaque, après les bloqueurs, avant les dégâts, j'utilise 10 miroirs sur un gros ton, genre un terrastodon qui était sur la table, tu vois, pour transformer tous mes jetons en 9-9 et essayer d'éliminer les 3 joueurs en même temps. Sauf que là, le joueur à ma gauche dit non, moi je pense que j'ai le kill, et il fog. Okay. Donc je me fais avoir, je peux pas prendre le kill. Le joueur à ma gauche commence à vouloir faire un gros truc. Je crois que c'est genre un gros truc Voltron, tu vois, genre il fait une grosse créature et il va jouer le sort rouge pour 5. J'inflige autant de dégâts que sa force à tous les joueurs et toutes les créatures. Sauf que, ouais, c'est ça. Le premier joueur, celui qui avait le gros board, en fait, depuis tout ce temps-là, il avait un retour au pays qui lui servait pas quand il se faisait attaquer par un gros board, mais qui maintenant fait la différence. Donc en fait, il survit à ce truc-là, tu vois. Hop, il vire la grosse créature et il survit. Et il reprend son tour et il nous tue tous au beatdown. Excellent. Et on a tous grid, donc il a gagné la partie. Excellent. Et du coup, pour toi, qu'est-ce qui dans cette dynamique-là a vraiment été impactant en termes de cartes, en termes de dynamique, en termes de... En fait, moi, ce que j'ai trouvé très cool, c'est que comme cette ligue pousse le côté beatdown où on va se tuer à la phase d'attaque, et il y a un vrai enjeu à être la personne qui a le dernier, le lacet, tu vois, le dernier coup sur l'adversaire. Ça crée plein de dynamiques vraiment uniques, et c'est comme ça qu'on se retrouve à jouer des Fog, des Naya Charm, des Rays of Power, ce genre de cartes là. Et c'est ça que je trouve ça trop cool, ce côté où bah oui, on va jouer autour de la phase d'attaque, on va avoir plein de tricks tous. Et ça, en fait, c'est très interactif, tu vois. Je te raconte un tour de table où tout le monde a joué des gros boards de créatures, tout le monde avait sa petite interaction, son petit truc, et on s'est vraiment battu pour prendre le kill et les points de ligue, tu vois. Ok. C'est vraiment la méta qui a, la méta qui a été entre guillemets imposée, qui a donné cette expérience de jeu. Yes. En fait, au final, c'était un contrat social qui était un peu plus étendu, mais c'était un contrat social, quoi. Tout à fait. Et j'aime bien quand il y a un contrat social clair, c'est aussi pour ça que je joue en CEDH, tu vois, au moins il n'y a pas de question de contrat social. Et je préfère justement me dire, je joue en CEDH et c'est clair, je joue en préco et c'est clair, je joue en contrat comme ça, voilà, où on tue au beatdown, on met plein de règles très arbitraires sur qu'est-ce qui est faire ou pas, tu vois. Où on joue en high powered et tu as le droit de jouer toutes les cartes que tu possèdes et on s'en fiche du contrat social, tu vois. Genre, je préfère quand on est capable de clairement dire pour toi c'est quoi le contrat social, plutôt que se retrouver avec des situations où je pensais qu'Armageddon c'était pas ok, puis il y a quelqu'un qui fait un Armageddon et au final c'est ce genre d'inconnu là, tu vois. Genre moi à la limite je préférais, et c'est pour ça que c'est cool d'avoir un groupe de jeux récurrent, je préfère que limite on ait une carte d'identité du genre de game qu'on recherche. Et on coche des trucs jusqu'à avoir bien écrit et on en discute, tu vois, et on compare sur quoi est-ce qu'on n'est pas d'accord, jusqu'à avoir, voilà, chez nous, le contrat social c'est ça, et on l'a bien défini, tu vois. Et je préférerais qu'on s'y prenne comme ça et qu'on arrive à communiquer là-dessus, ce qui serait plus sain, je trouve, parce qu'en fait, une fois que tu as communiqué et tu as dit, voilà, le contrat social c'est ça, il y a une game qui arrive et il se passe exactement ce qu'il y a dans le contrat social et tout le monde est content, tu vois. Ou alors si les gens sont pas contents, on rediscute le contrat social. Mais au moins, on peut pas dire ah non, t'as triché sur le contrat social ou c'était pas ok. Non, ok, on a appris quelque chose sur ce qu'on préférait comme game. On va changer un peu notre contrat social et basta, quoi. Je vois. Je pense que c'est la manière la plus saine de pratiquer le commandeur multi. En tout cas, c'est de savoir dans quel environnement tu mets les pieds. Au-delà de forcer les gens à jouer tel truc ou d'interdire les gens de jouer tel truc ou juste de pas être content parce que les gens jouent des trucs, c'est tu sais où tu mets les pieds. Ouais, c'est ça. Au final, un groupe de jeu, c'est comme un couple, il faut communiquer. Exactement. C'est comme je dis à chaque fois, comme dans toute pratique, que ce soit sociale, sexuelle ou romantique ou tout ce que vous voulez, le plus important, c'est le consentement. Exactement. Et pour l'anecdote, Reigns of Power, je le joue dans mon deck Bruvac pétitionnaire. Ouh. Parce que j'adore donner le pétitionnaire à quelqu'un d'autre pour dire vas-y maintenant tu peux le meuler. Parce que ça détape, ça détape tout. Et je joue aussi Dramatic Reversal, mais en mode vanilla. Il n'y a pas le sceptre, il y a juste Dramatic Reversal. Ok, alors en vrai j'adore cette carte, il y a plein de trucs, moi je m'amuse comme un petit fou à jouer cette carte dans mon Teferi avec The One Ring. Oh, quelle horreur. Et en fait, de base, j'ai plein d'artefacts, donc juste me faire plein de mana, c'est correct, tu vois. Mais alors, quand t'as l'anneau unique et tu fais un Dramatic Reversal, tu te sens tellement le roi du monde. Yes. Bon. Je pense qu'on va passer à la fin de l'émission. Yes. Et comme le veut la tradition, c'est le moment où tu partages, nous partageons, parce que moi c'est mon moment préféré, nous partageons avec les auditeuristes une œuvre, quelque chose qui t'a marqué ces derniers temps, quelque chose que tu as envie de partager. Ça peut être un livre, un film, un morceau de musique, un plat que t'as mangé, une recette de bière, n'importe quoi. Qu'est-ce que tu as pour moi ? Ok.
Eh bien, en ce moment, il y a Drag Race UK versus The World qui est en cours et qu'on peut regarder. Donc, on a un groupe de Magic où on joue à Magic et on regarde Drag Race ensemble. Et il y a notamment donc, la Grande Dame qui a fait dans la finale de Drag Race France saison 2 voilà, un super score, super performance, c'était incroyable. Et pardon, c'était pas saison 2, enfin bon, peu importe. Qui est là pour représenter la France dans UK. Et c'est assez incroyable parce que déjà elle avait un niveau, genre c'était la Drag Terminator dans sa saison où c'était incroyable, elle a genre 22 ans et elle te fait une performance de folie si tu veux. Et là elle arrive dans UK versus The World et elle déchire tout. En fait elle sort une performance, t'as genre quoi, mais on t'a jamais vu faire ça, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai trouvé ça incroyable. Ok, chouette. Et toi, qu'est-ce que tu as de beau pour moi? Alors, moi, je vais dépoussiérer un peu mes tiroirs de gamer parce que dernièrement, j'ai décidé de prendre une revanche sur un jeu. Alors, on est en 2016 et je tombe sur un jeu qui s'appelle Fury. Est-ce que tu connais Fury? Qui est Je connais pas du tout, non. Ok, alors, je vais pas faire... J'ai décidé de changer mes habitudes maintenant grâce à Théo Rivière. On va nommer les gens qui ont développé ce jeu parce que c'est mieux. The Game Bakers, voilà. The Game Bakers, il est sorti le 5 juillet 2016. Alors, Fury, c'est quoi? C'est un jeu de combat en vue du dessus qui va mélanger beat'em all et shoot'em up. On est uniquement sur du boss fight, c'est-à-dire que chaque niveau que tu vas faire est un boss, tout simplement. Et le principe de l'histoire, c'est que tu es enfermé en fait tout en haut dans un truc et tu vas devoir descendre en fait tout en bas pour retourner sur Terre en butant du coup chaque gardien qui va être du coup un boss. Ça c'est l'histoire. L'idée c'est que du coup tout le jeu en fait c'est du boss fight et du coup le game design est hyper intéressant parce que comme chaque niveau, entre guillemets, est un boss, et ben ils se sont amusés vraiment à designer des boss qui vont être très différents en termes de gameplay. Et ça donne déjà un gameplay qui est très riche à ce niveau-là. En plus de ça, on va être sur un jeu qui va alterner, entre guillemets, 3 phases, où tu vas vraiment avoir les phases de combat semi-distance, où tu vas essayer de mettre des pains en fait, au boss, et tu vas essayer d'esquiver ses attaques et ce genre de trucs. Il va y avoir les phases de shoot 'em up où en gros le boss sera inaccessible et du coup il va te tirer dessus et toi il va falloir que tu esquives et que tu arrives à lui mettre des pains en même temps. Et va aussi y avoir des phases de close combat où en gros tu vas être vraiment au corps à corps avec le boss et le boss va avoir du coup des attaques qui vont être plus ou moins bien télégraphiées, enfin qui sont même très bien télégraphiées, et il va falloir que tu fasses des parades, des esquives et que tu remettes des pains en fait dans l'autre sens. Ce que j'aime beaucoup avec Fury, notamment en termes de game design, c'est que les boss vont avoir plusieurs barres de vie. Et chaque barre de vie, ça va être les phases. Tu sais, les fameuses « Oh mon dieu, j'ai cru qu'il était mort, mais en fait pas du tout ». Et chaque phase, du coup, va proposer des gameplays différents. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que tu vas aussi avoir des barres de vie. C'est-à-dire qu'en gros, si ta barre de vie atteint 0, t'as pas perdu. T'as juste perdu une vie. Et du coup, tu vas revenir au début de la phase. Et à chaque fois que tu vas tomber une phase en fait complète du boss, tu vas regagner une vie. Ce qui te permet de ne pas être trop punitif en fait en termes d'expérience de jeu, de se dire ah putain j'ai perdu, je suis mort, du coup il faut que je recommence tout depuis le début, en fait non. Et donc voilà. Donc pourquoi est-ce que je vous parle de Fury? Parce que dernièrement j'ai fait l'acquisition d'un Steam Deck, c'est super chouette, prenez-en un, c'est une tuerie. Et j'ai revu ce jeu là dans ma bibliothèque et je n'ai jamais réussi à terminer ce jeu en mode normal pardon. C'est-à-dire que j'y ai joué et il y a un moment je suis tombé contre un boss et j'ai jamais réussi à le tomber. Et j'ai abandonné. Et je suis passé en mode facile et du coup j'ai terminé le jeu et j'ai toujours eu cette espèce de honte de gamer au-dessus, qui planait au-dessus de moi. J'ai revu ce jeu dans ma bibliothèque Steam et je me suis dit mec, ça fait 7 ans que ce jeu il te hante, retourne-y. Je suis retourné, j'ai défoncé le jeu, mais genre vraiment les doigts dans le nez. Et voilà, et c'était trop bien, et c'était le kiff. La deuxième raison pour laquelle je recommande ce jeu, c'est pour la putain de bande son qui est incroyable, qui est déjà ultra diégétique par rapport au jeu, donc ça c'est un putain de plaisir. Mais en plus de ça, qui est fait par Carpenter Brut, Danger, Wave Shaper, Lorne et The Toxic Avenger, et aussi Scattle. Rien que ça. What? Rien que ça. Ah, il y a aussi Knight, et c'est déjà pas mal. Voilà. Eh ben. Ce jeu est une putain de pépite en termes de jeu et en termes de bande-son. Donc, si vous voulez pas faire le jeu, mettez-vous au moins la bande-son dans les oreilles une fois dans votre vie, ça déchire sa mère. Alors, est-ce que tu me permets de rebondir là-dessus? Vas-y, je t'en prie. Imaginons, dans une partie de Magic, pour rebondir aussi sur notre sujet, on avait des phases de boss comme ça. Ouais. Donc chaque joueur a plusieurs phases de boss, genre
un pouvoir qui se débloque quand tu passes à 30, quand tu passes à 20, quand tu passes à 10. Et du coup, la première fois que tu devrais passer à 30 ou moins, tu restes à 30 pour ce tour. Par contre, tu débloques ta prochaine phase. Ok. Est-ce que ça pourrait créer, c'est à la fois tu as envie de tomber les autres, mais tu te poses la question de est-ce que je les fais passer à la phase de boss suivante, etc. Et à la fois, toi, est-ce que tu as vraiment envie de bloquer si ça te fait passer à la phase de boss suivante? Est-ce que ce serait intéressant pour toi, ce genre de mode-là, où en fait chaque joueur dans une game de Commander a 3 phases de boss et des capacités qui sont liées? Alors, j'aime beaucoup l'idée. Je pense que ça serait un peu trop le bordel à traquer si les 4 joueurs l'avaient, mais en archer demi, je pense que ça serait... il y a quelque chose, on tient quelque chose. Et... Ouais, parce que tu vois les game modes de Commander Party que sort Wizards? Oui, parce que je les reçois en boutique. Je les ai tous, du coup je les lis à chaque fois. Ah ouais, j'adorerais les avoir tous. J'en ai genre un. Et en fait, ma boutique les distribue pas, je suis dégoûté. Bah, je les distribue. Moi, je les distribue pas parce que les gens sont pas intéressés pour tester le mode, du coup je les stocke. Bah écoute, si à l'occasion tu veux les tester, moi je suis carrément chaud. Ok, ça marche. Et typiquement, tu vois, genre ce genre de truc là, genre si t'as vu les game modes du coup pour les Praetors, où tu progressais dans ta track de Praetor, Ouais. potentiellement ça pourrait être une petite fiche comme ça où tu mets un dé dessus et tu sais où t'es quoi. Ouais, carrément, ouais. J'aime bien l'idée. Et putain, ça me fait penser à un truc. Il faut que j'aille le chercher. Attends, je reviens. Je vais le chercher, j'arrive. Je vais jamais retrouver ce que je veux, ça va me saouler. Merci d'avoir retrouvé ce que je cherchais. Du coup, il s'agit de Ramaz The Reckless and Free. En gros, c'est un mode de jeu qui permet de jouer à 3 avec un 4ème joueur du coup qui va être géré par un bot entre guillemets qui est Ramaz et qui du coup va avoir des tiers en fait. Chaque fois qu'il va tomber en dessous d'un certain compte de points de vie, il va avoir des capacités en fait en plus. Enfin, en vrai, c'est ces créatures qui vont avoir des capacités en plus, mais voilà, il y a ce côté-là que j'aimais bien, enfin en tout cas de ce que tu décrivais et que je trouve qui est hyper intéressant du coup à proposer en tout cas comme gameplay. J'aime bien cette idée d'avoir des tiers en tout cas au niveau des joueurs. Trop cool. Bah, ça, moi j'aime bien imprimer comme ça différents modes de jeu pour les avoir sous la main pour des games de Commander. Donc au cas où je me retrouve à une partie à 3 à l'occasion, tu vois, j'imprimerai ça pour l'avoir sous la main. Je l'ai pas testé, j'ai pas eu l'occasion de le tester encore, mais ça a l'air assez fun. Puis il joue le board en plus, donc qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Écoute, moi je joue ce dimanche là, donc je pense que je vais en profiter pour imprimer plein de trucs de Commander Party et tout et les ramener, puis on verra si les gens acceptent de tester des trucs. Ça peut être chouette, tu me raconteras. Yes. Et ben merci à vous d'être restés avec nous jusqu'au bout. Et n'oubliez pas, si cet épisode vous a plu, de liker, de vous abonner sur la plateforme de votre choix. De même, si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à commenter, à nous envoyer un billet doux en MP. En attendant, on vous souhaite plein de bons top decks et pas trop de maladesse. C'était le Pince Crâne. Bisous. Ciao.